Bienvenue pour ce premier conseil municipal de début de l'année 2022. J'en profite, comme il est d'usage, de vous souhaiter tous les vœux de la commune et les miens personnellement à chacun d'entre vous, que ce soit pour une réussite professionnelle ou pour le bonheur parmi les vôtres. Et qu'enfin, on a l'air d'être sur la bonne voie quand même, que cette année pandémie nous laisse tranquille et qu'on puisse à nouveau travailler, avancer dans nos projets sans être sans arrêt retardé, sans qu'on n'en parle plus, que ça soit un mauvais souvenir. Nous verrons ce que l'avenir nous dira à ce sujet. Alors, nous allons commencer... que je retrouve mes petits papiers. Alors, l'appel. Dupont, présent. Valérie Lecomte. Hugues Brissot. Sarah Béag, absente, excusée, pouvoir à Dominique Nocture. Pascal Martin, absent, pouvoir à Anne Sotti. Sylvie Bocobza. Didier Mézières. Sabine Jamet. Christophe Vandeneken. Dominique Nocture, Daniel Dess absent, pouvoir à Hugues Brissot, Michel Frioli excusé, à pouvoir à Didier Mézières, Roger Hadot, Grace Ribeiro absent, pouvoir à Valérie Lecomte, Sylvain Benayoun, Karine Gauthier-Janot absente, deuxième pouvoir à Valérie Lecomte, Laurent Graft excusé, pouvoir à Christophe, Radia, Yvan, Anne Sotti, Grégory Philippe, Sophie Baquet, excusée, pouvoir à Hugues Brissot, Jacques Bayeux, excusé, pouvoir à Olivier Dupont, Anna-Maria Cheta, Gilles Deveau, pouvoir à Olivier Dupont, Clarisse Paulet, excusé, pouvoir à Didier Mézières, Laurence Bernard, excusé, pouvoir à Fabien Bignolet, Fabien Bignolet, Aude Misnard. Merci à tous. Alors, le secrétaire de séance, c'était Pascal. Pouf pouf. Oh. Yvan, pour le plus grand des hasards, est-ce que tu souhaiterais ou est-ce que tu accepterais d'être secrétaire de séance? Merci Yvan. Ton travail se résumera à la relecture du PV une fois qu'il aura été mis en page par les services. Alors, l'approbation du procès-verbal de notre précédente séance du 2 décembre. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques? Oui, Dominique. Et il faudrait que tu prennes un micro pour nos amis qui nous écoutent, que je salue par ailleurs. Il y en a un devant toi. Oui, je disais, c'est page 17. Aude disait, c'est grâce à Dominique Nocture que les graffitis ont pu être, je sais plus quoi, c'est découvert en fait, parce que moi j'ai rien à voir là-dedans. Enfin, j'ai rien à voir, si, j'étais pour, mais c'est tout. Quoi. Découpé, oui, c'est bien l'image, mais c'est pas... Oui, c'est tout. Merci Dominique. Pas d'autres interventions sur le procès verbal? Donc je le porte aux voix. Tout le monde approuve. Procès verbal du Conseil du 2 décembre. Unanimité, merci à tous. Toutes? Non? Alors vas-y, dis-nous Valérie. J'ai un pouvoir de Grace Ribeiro qui ne valide pas ce procès verbal. Elle s'abstient ou elle est contre? Elle s'abstient. S'abstient. Et toi? Et moi je... Toi tu le valides donc. Donc unanimité moins une abstention. Quelques décisions, vous en avez l'habitude maintenant au début de chaque conseil. La numéro 62-2021 du 17 novembre, convention de mise à disposition du stand de tir de Bellois pour la police municipale. Le coût de cette mise à disposition pour 4 séances annuelles est de 600 €. Décision numéro 63 du 17 novembre, signature d'une convention d'honoraires concernant une mission d'assistance juridique générale concernant le dossier du sinistre du 43 et 43 bis rue de Paris, pour un montant de 120 € de l'heure. Le nombre, selon les retours que l'on a de l'avocat, et le nombre d'heures est bien sûr difficile à estimer, qui dépendra des demandes. À ce jour, à peu près 1270 € de dépenses sont attendus.
probablement qu'il y aura des factures complémentaires. Décision numéro 64 du 6 décembre, signature d'un marché groupé d'assurance statutaire pour la ville et le CCAS pour un montant de 91 925 € par an pendant 3 ans pour la ville et 14 707 € par an pendant 3 ans pour le CCAS. C'est un petit commentaire sur ce nouveau marché. Il est en augmentation de 20 000 € par rapport au marché précédent, qui s'explique principalement par l'impact de la crise sanitaire et puis du coup le nombre d'agents absents sur lesquels il a fallu intervenir pour le maintien. Décision numéro 65 du 10 décembre, signature de l'avenant numéro 1 portant prolongation de la convention numéro 2019-935 relative au remboursement des honoraires des médecins de la commission de réforme et au comité médical interdépartemental et d'expertise médicale. Le montant réglé par la commune, la faute, est de 663,90 pour l'année 2020 et de 168,63 pour 2021. Décision numéro 66 du 20 décembre, signature d'un marché de maîtrise d'œuvre relatif à divers aménagements PSG au niveau du secteur de l'étang et du collège dans le cadre du CAR, contrat d'aménagement régional pour un montant de 55 700 € hors taxe, soit 66 840 € TTC. Décision numéro 67 du 28 décembre, sollicitation d'une subvention de 16 003 € et 20 centimes auprès de la Banque des Territoires pour le cofinancement de la solution numérique pour le commerce correspondant à 80% du montant total de la mise en œuvre éventuelle de l'application mobile ShoopCity. Décision numéro 68 du 31 décembre, signature d'un contrat d'entretien pour les équipements froid cuisson, préparation, buanderie et laverie sur les sites du restaurant scolaire de la salle Maspoli, du centre de loisirs et du multi-accueil avec la société PB Maintenance pour un montant de 2 260,80 € par an. Durée du contrat, 1 an renouvelable par tacite reconduction. Décision numéro 001-2022 du 11 janvier, renouvellement du contrat de location d'un appartement situé aux 3 rue Noire à un agent communal pour un loyer de 464,74 €. Voilà pour les décisions qui ont été prises depuis notre dernier conseil. Nous entrons de plein pied dans notre ordre du jour. Un point qui touche aux finances, qui devait être rapporté par Sarah et qui sera rapporté par Dominique ce soir, c'est l'avance de la subvention au profit de la Caisse des écoles avant le vote du budget primitif. Dominique, tu as la parole. Vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Très bien. Je garde le masque alors. Donc, comme chaque année, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette avance en raison de la date du vote du budget communal. Cette avance représente un acompte sur la subvention communale en faveur de la Caisse des écoles. Il est rappelé que la Caisse des écoles n'a pas de recettes propres. Cette avance abondant le budget Caisse des écoles permettra d'ordonnancer les dépenses nécessaires au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires avant le vote de son propre budget qui a lieu généralement en mars de chaque année. Pour 2022, il est proposé de maintenir une avance de 20 000 €, soit environ un tiers de la subvention votée en 2021 de 61 770 €. Merci Dominique. Est-ce que ça appelle des commentaires? C'est quelque chose qu'on vote chaque année puisque la Caisse des écoles a besoin d'effectuer des dépenses sur le premier trimestre avant le vote du budget de l'année en cours. Donc chaque année, pour environ un tiers, on leur ouvre des crédits en gros à hauteur de 20 000 €. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Pas de questions. Je porte aux voix qui approuve l'avance de la subvention. Unanimité. Merci à tous. Point 2. Modification des statuts de la communauté de communes. La communauté de communes Carnel Pays de France a approuvé la modification de ses statuts par délibération du 24 novembre 2021. Cette modification porte sur le transfert du siège social et la mise à jour du nombre de sièges du conseil communautaire. Depuis la création de la communauté de communes, les services occupaient des locaux au 15 rue Bonnet à Luzarches, dans l'attente de la réhabilitation du domaine de la Motte, 6-3 rue François de Gannet à Luzarches. Les travaux sont terminés depuis octobre. Le bâtiment maintenant accueille tous les agents et les services communautaires et afin d'entériner ce changement d'adresse, les statuts de la C3PF votés le 17 octobre 2018 doivent faire l'objet d'une modification. Le second point, c'est la recomposition du nombre de membres de la communauté de communes selon la répartition de droits communs votée lors du conseil
communautaire du 28 juin 2019, fixant désormais le nombre de membres du conseil communautaire à 42 élus contre 43 antérieurement. Et ce deuxième point doit également être acté dans les statuts de la communauté de communes. Donc on vous met en dessous le texte officiel. 43 auparavant, 42 maintenant. On est concerné Viarmes puisque nous avions 7 sièges auparavant et que nous n'en avons maintenant plus que 6. C'est suite à une demande préfectorale au vu des mouvements de population et d'un calcul savant à quelques habitants près, semble-t-il, mais on n'a pas les chiffres exacts. Il a fallu que Viarmes rende un siège à Interco qui n'a donc plus que 6 sièges au lieu de 7. Est-ce que ça vous amène des commentaires? Oui, avec micro aussi. Cette modification a été approuvée sur le renouvellement des conseils communautaires. Donc il n'y a pas de changement à apporter. Non, il n'y a pas de changement. Oui, c'est ça. C'est une régulation de... C'est une régulation des nouveaux statuts de l'Interco qui ont déjà été votés, eux d'ailleurs. Et on est 42 depuis les dernières élections. C'est pas ça, là récemment, depuis 2020. Oui, mais depuis les nouvelles élections, on est 6. Je porte aux voix. Qui approuve la modification des statuts de la C3PF? Pas d'opposition. Merci. Point 3. Hugues, avis sur le projet de révision partielle du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement. Vous avez 2 annexes avec ce point. Alors, la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 a prévu l'élaboration d'un schéma régional de l'habitat et de l'hébergement d'Île-de-France, qu'on appelle le SRHH, qui définit les grandes orientations d'une politique de l'hébergement, de l'accès au logement et de l'habitat. Il fixe en particulier les objectifs à atteindre en matière de construction de logements et de production de logements sociaux et leur déclinaison à l'échelle des EPCI d'Île-de-France. Lors de l'adoption du SRHH en 2017, le choix avait été fait de ne pas intégrer dans la version finale du schéma la déclinaison des objectifs de construction et de production sociale à l'échelle de Paris et des établissements publics territoriaux, qui figuraient dans le projet de schéma transmis aux collectivités pour consultation. Il s'agissait ainsi de donner plus de latitude à la métropole du Grand Paris pour l'élaboration de son plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, le PMHH. 4 ans après l'adoption du SRHH, l'État souhaite, après concertation avec le président de la MGP, le réviser pour y intégrer ses objectifs. Il s'agit ainsi de porter à la connaissance de l'ensemble des acteurs du logement sur le territoire de la métropole les enjeux locaux de développement de l'offre de logement et de rééquilibrage dans une perspective de relance de la production, notamment sociale, et alors que le PMHH demeure particulièrement attendu. Les amendements numéros 1 et 2, 6 annexés qui vous sont présentés prévoient respectivement l'intégration au SRHH arrêté en 2017 des objectifs territorialisés à l'échelle de Paris et des EPT en matière de construction et de production sociale. Ces objectifs sont ceux qui avaient été définis en 2017. Le présent exposé des motifs tient alors lieu de porter à la connaissance de l'État pour la révision du SRHH arrêté en 2017, conformément à l'article L302-14 du Code de la construction et de l'habitat, et vient compléter le porté à connaissance transmis aux membres du Comité régional de l'habitat et de l'hébergement, le CRHH, en avril 2015. Si ces projets d'amendement recueillent l'avis favorable du CRHH, ils seront soumis à la consultation des collectivités territoriales, conseils régional, conseils départementaux, EPCI compétents en matière de PLH, dont la métropole du Grand Paris, et les communes n'appartenant pas à ces EPCI, avant la fin de l'année, qui disposeront d'un délai de 3 mois pour faire connaître leur avis, soit avant fin mars 2022. Au regard des avis exprimés, les amendements modifiés, le cas échéant, seront à nouveau soumis aux membres du CRHH lors de l'Assemblée plénière de juillet 2022. S'il recueille l'avis favorable du CRHH, le schéma révisé pourrait alors être arrêté à l'issue de la séance de juillet 2022.
Il est demandé au conseil municipal d'émettre un avis sur les 2 projets d'amendement au CRHH annexés à la présente note. Donc vous avez 2 annexes. Alors on va peut-être les regarder. Je ne doute pas une seconde que tout le monde a bien suivi. Alors tout d'abord, la première question qu'on pouvait se poser, c'est pourquoi on nous pose la question. On fait référence à l'article donc L302-14 du Code de la construction et de l'habitation, et celui-ci dit clairement que le projet de schéma élaboré par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Île-de-France est soumis pour avis au Conseil régional d'Île-de-France, au département, à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat, ainsi qu'aux communes n'appartenant pas à de tels établissements publics. Donc c'est parce qu'on nous demande l'avis aujourd'hui, ce soir, à la commune de Viarmes, parce qu'on n'appartient justement à aucun de ces établissements publics. Donc, de ce fait, toutes les communes qui n'entrent pas dans ces établissements publics, on leur demande leur avis afin de pouvoir effectivement, je dirais, obtenir l'avis de l'ensemble des personnes concernées sur le territoire. Alors, si vous voyez sur l'annexe 1, l'amendement numéro 1, donc il y a une déclinaison des objectifs de construction à l'échelle inframétropolitaine. On constate qu'il y a donc des établissements publics territoriaux, donc il y en a pas mal. Hein. Il y a le MGP T1 Paris, Vallée Sud Grand Paris, donc et tout ça, il y a des objectifs en face annuels de construction. Alors en creusant un peu, on se rend compte qu'il y a des gens qui ne sont pas très loin de nous, hein, du côté de Gonesse ou autres, ils sont concernés par ces établissements publics territoriaux. Et donc là, on est sur un total de 38 000, je dirais, constructions annuelles, avec une répartition entre les différents établissements publics territoriaux dont on voit ici dans le tableau. Alors ne pas oublier que c'est qu'un avis, hein. C'est-à-dire que, bon... donc ça, c'est pour l'annexe 1. On va directement à l'annexe 2. Si vous voulez regarder aussi. Donc là, pareil, on a encore un tableau. Donc déclinaison des objectifs de production sociale à l'échelle inframétropolitaine. Et là, on a à nouveau ces établissements que l'on retrouve, les établissements publics territoriaux, avec des objectifs, notamment pour 2025, 2030. Et on avait aussi la première colonne, objectif de production d'une offre à vocation sociale, rattrapage stock et SRU selon l'inventaire. Donc là, c'est pareil, il y a certainement des endroits où on n'a pas atteint les objectifs. Donc j'imagine que ceux qui n'ont pas atteint leurs objectifs, on leur en demande d'en faire un peu plus aujourd'hui. Voilà, donc il faut qu'on émette un avis. J'avoue que moi-même, je serais incapable de déterminer avec plus de précision. C'est du formalisme, hein, on va dire. Donc on n'est pas concerné. On n'est pas concerné directement. On pourrait éventuellement émettre un avis défavorable parce qu'on trouve que, je ne sais pas, l'établissement public territoriaux qui se trouve à côté de chez nous, on estime qu'il y aurait un objectif serait trop important ou pas assez en fonction de ce qu'on souhaite. C'est très compliqué parce que d'abord, quand on parle en termes de logement, ça n'indique pas non plus le nombre d'habitants qu'il y aura en plus. Hein. Un logement de 100 logements, est-ce que c'est 2 ou 3 personnes par logement? Est-ce que c'est 4 ou 5? Il n'y a pas non plus plus d'explications. Ce sont des objectifs, pareil. Les objectifs ne sont pas forcément atteignables ou ne seront pas forcément atteints dans les délais impartis. Mais on porte à notre connaissance, je dirais, ce que souhaite effectivement... ce que le Grand Paris souhaite en termes de logement et de progression en termes de logement social. Donc ça ne concerne pas notre territoire, on n'est pas concerné par des obligations quelconques dans ce document-là. Si on ne répond pas selon le document du préfet, notre avis sera réputé favorable. Donc vous voyez, c'est un avis qu'on nous demande et puis voilà, il faut prendre position. Oui. Vous êtes au courant de ce que votent les autres villes qui sont concernées par ce plan? Absolument pas. L'île de Nanterre, Gonesse, etc., etc. Attention, eux, ils sont peut-être enfermés dans un établissement public, donc on ne va pas leur demander à eux directement en tant que commune. Ah, Au l'EPCI, niveau oui. de l'établissement public, ça va être décidé.
Nous, c'est parce qu'on est dans aucun Oui, mais ce sera établissement. leur communauté de communes à eux, donc. Oui, Oui, bah, donc en fait, ils ont voix au chapitre, donc ça veut dire Par qu'ils ont l'intermédiaire voté, quoi. de oui, mais leur pas conseil communautaire. directement par la commune. D'accord. C'est par personne interposée, par Oui, personne. mais enfin, donc on ne sait pas du tout ce qu'ont dit les Non. autres, parce que Non, non, on ça s'est pourrait pas très du tout bien être rapproché d'eux, majoritaire, hein. comme ça nous est déjà arrivé de demander à voter contre sur proposition de la région Île-de-France. On pourrait très bien avoir un avis en disant on vous propose de voter contre. Donc, Mais à ma connaissance, je n'ai rien reçu, aucun document, aucun courrier d'aucune ville qui ait Non. demandé, ou d'un EPCI d'ailleurs, qui ait demandé un soutien pour un vote quelconque. Pas d'infos Non. là-dessus. Il n'y a eu vraiment aucune manifestation de quelque commune que ce soit. Non. donc en fait, à part l'abstention, je vois pas trop. Bah, c'est un Voilà, avis, c'est même pas une abstention. Est-ce qu'on pense, en un mot, est-ce qu'on pense que le schéma directeur paraît cohérent en termes de nombre de logements et la répartition entre ces différents secteurs géographiques? Mais bon, en plus, je sais même pas. Alors, je sais, oui, effectivement, le préfet peut-être intervenir à un moment donné si on estime que c'est pas suffisamment. S'il y avait une bronca, on aurait été mis au courant par nos Bah collègues oui, des c'est ça. communes concernées. Personne n'a bougé. Non. Et puis le Grand Paris, il y a beaucoup de travaux en cours en ce moment. Peu sur notre territoire, mais il y a beaucoup de travaux d'aménagement. Et il faut bien. La population grandit en Île-de-France, donc il faut bien accompagner cette augmentation-là. Yvan. La question, si on nous interroge sur ce sujet, est-ce que derrière, il n'y a pas une volonté, en cas de réponse positive, de nous intégrer à un schéma de développement similaire dans le futur? Non, il y a Non. déjà un schéma qui existe, c'est le Le SDRIF. SDRIF. Pour nous, c'est déjà un schéma directeur d'Île-de-France dans lequel sur lequel on est concerné, hein. Qui nous impose d'ailleurs un certain nombre de constructions. Oui. La charte du PNR nous avait indiqué un nombre de logements. On en est où depuis l'établissement de la première charte? Pas de réponse à vous donner, mais on cherchera quelque chose là-dessus. Ou... Ça nous limitait les constructions. Il y a une nouvelle charte qui a été votée il y a Mais 6 mois, un an. J'ai Là. posé la question à la directrice du parc et elle me dit que ce sont les chiffres qui ont été énoncés initialement qui sont ceux à garder. Donc logiquement, on peut ne pas dépasser le nombre qui a été donné il y a 10-15 ans. Oui, mais à mon avis, c'est inscrit, le SDRIF est joint et c'est inscrit dans notre PLU, tout ça. Hein. Oui. D'autres questions? Donc, écoutez, je ne sais pas quelle position vous voulez prendre. Moi, je n'ai pas de raison de m'y opposer, ni j'ai pas eu de demande de mes collègues, donc j'imagine que tout le monde est OK pour ce développement-là. Après, on passe au vote. Qui approuve ce projet de révision partielle du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement? Qui approuve? Alors, si tu veux, donc, il va falloir compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tu lèves? Ouais, 9, 10. Et grâce te suit, ça fait 11. 11 pour. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4. 4. Et qui est contre? 2. On a notre compte de vote? On est tout bon. Merci. Point suivant. Je repasse la parole à Hugues pour de l'urbanisme. Alors, urbanisme, dont des parcelles cadastrées section D numéro 476 et C numéro 467. La commune de Viarmes a réceptionné donc le 14 décembre 2021 une proposition de don pour deux parcelles cadastrées D numéro 476 et C numéro 467 d'une surface respective de 535 m² et 1095 m². La parcelle D numéro 476 est située sur le lieu dit Le Caboisson et la parcelle C numéro 467 est située sur le lieu dit Le Néflier. Vous avez des photos en dessous, parcelles surlignées en jaune. L'acceptation de ce don de parcelles proposé au conseil municipal poursuit toujours la même politique volontariste de protection de son environnement engagé par la commune. Ces espaces agricoles et forestiers sont l'écrin paysager de la commune de Viarmes, participant à son identité rurale et à son attractivité résidentielle. La parcelle D numéro 476 est classée en zone naturelle sur le plan local d'urbanisme et dans le périmètre de protection des sites et monuments naturels inscrits au massif des Trois-Forêts. La parcelle C numéro 467 est classée en zone naturelle
par le plan local d'urbanisme et dans un périmètre d'espace boisé classé interdisant toute construction. La propriété des parcelles forestières reste le meilleur moyen de prévenir les défrichements, les aménagements et les installations illégales, avec toutes les nuisances qu'elles entraînent pour la population. Les parcelles étant cédées à titre gracieux, les frais notariés sont à la charge de la commune. Donc là, vous avez la situation des parcelles. La première sur le Caboisson. Et puis, on doit avoir la deuxième, la C467. Toujours pareil, c'est ce qui est surligné en jaune, encadré en jaune. La première, elle est le long de, enfin perpendiculaire à la route de Saint-Martin. Quand vous passez devant le collège, vous montez à Saint-Martin par l'ancienne route. Vous voyez qu'elle arrive sur la route. Et la deuxième, tu la situes où, Hugues? Bah écoute, je suis en train de regarder. On l'a vu tout à l'heure, le nom de la rue. C'est la gare, après la gare, c'est au-dessus. Ah oui, c'est rue il des y a la Réservoirs. gare, et puis après, c'est... On la voit pas de la route, celle-là, hein, elle est derrière Non. les maisons. on la voit pas. Merci, Hugues. Alors, Autre il chose à est, ajouter? donc, Oui. non, il est donc demandé au conseil municipal d'accepter ce don et d'autoriser monsieur le maire ou son remplaçant, en cas d'empêchement, à signer tous les actes en découlant. Alors, c'est vrai que depuis 1 an et demi maintenant que nous sommes élus, c'est pas la première fois que l'on a des courriers spontanés, sans aucune demande de notre part, bien évidemment, où les gens sont désireux de ou céder un euro symbolique ou de donner à la commune des terrains dont ils ne s'occupent pas non plus, dont ils n'ont plus l'usage. Et dans ce cas-là, bien évidemment, on est quand même toujours preneur, même si derrière tout ça, effectivement, on est aussi conscient qu'à un moment donné, il faudra aussi, je dirais, entretenir ces parcelles. D'ailleurs, parfois, il peut y avoir un arbre à couper ou un arbre qui tombe, donc il faut les entretenir. Notre souhait, c'est quand même un jour aussi de toutes les répertorier et puis de voir effectivement qu'est-ce qu'on peut en faire par la suite. Oui, et je crois que de mémoire, c'est pas la première parcelle sur la route de Saint-Martin. Non. Et je pense que ça fait suite au courrier qu'on avait adressé suite à un coup de vent il y a peut-être un an. On demandait aux gens, justement, il y avait plusieurs arbres qui étaient tombés en travers de la route, on demandait aux gens d'entretenir leurs parcelles. Il y en a un qui a tout coupé, là, le long du chemin de la montagne, et puis ça doit être la deuxième ou troisième. Hein. Ouais. Les gens ont profité de ça pour nous Alors, c'est filer aussi- le bébé, je dirais. C'est aussi des secteurs qu'il faut préserver parce que dans les alentours, des fois, il y a aussi des installations sauvages. Donc plus on aura, je dirais, un peu la main sur le foncier, plus ce sera facile aussi peut-être de mener une action afin d'éviter une installation pérenne sur les terrains. Donc voilà. Est-ce Donc, qu'il y il a faut des voter. interventions? Oui. Oui, simplement, ces parcelles demandent beaucoup d'entretien pour la commune. En fait, je me rends pas compte du tout. Pour l'instant, zéro, mais ça pousse, c'est pas Ouais. entretenu. On a une responsabilité là-dedans. Hein. Il y a des... Parce qu'en fait, la plupart de ces parcelles, c'est de la forêt. Oui, que ça. C'est ça. Oui. D'accord. Que ça. Mais ça pousse, il y a des broussailles, peut-être un risque incendie, même si on n'est pas dans des régions trop ensoleillées. Le risque est mesuré, mais enfin, chute d'arbres sur la voirie, parce qu'il y en a une des deux, celle qui est route de la montagne, elle arrive vraiment sur la route. Donc, non, ça pose question quand même en coût d'entretien pour l'avenir, mais c'est un moyen pour nous de protéger notre environnement. Les louer, je ne sais pas trop comment faire. Ça fait plusieurs fois que j'évoque l'idée de mettre en exploitation gratuitement un forestier pour qu'il l'utilise, qui vende ça en bois à chauffage, mais on me dit que là-dessus ne poussent que des cochonneries, des acacias qui ne brûlent pas. ou Ouais, je sais mais pas. le problème, d'abord, il y a la nature du bois en lui-même, des essences, mais il y a aussi, tout est disparate, je veux dire, tout est enclavé, tout est un petit peu, pas forcément facile d'accessibilité non plus tout le temps. Oui, mais il ça faudrait mériterait quand même de Il faudrait peut-être aussi essayer, peut-être dans certains cas, rassembler certaines parcelles et revoir. Ouais. Il y a un travail à faire là-dessus. Il fait son affaire du bois, évidemment. Il faut discuter avec lui. Je ne sais pas si ça se fait, je ne sais pas s'ils n'ont pas besoin ou s'ils cherchent du bois. Et un deal avec lui, il fait son affaire du bois qu'il coupe pour la vente. Et puis en même temps, peut-être exiger lui demander qu'il coupe aussi les arbres
qui sont pas bons pour le bois de chauffage, mais qui sont dangereux. Enfin, je sais pas. Enfin, une démarche quand même à faire là-dessus pour. Si ça pouvait rien nous coûter et être entretenu, ça serait quand même pas mal. Donc il faut voter. Eh ben, il faut voter. Vas-y, tiens, porte-voix. Alors, une question. Une question? Oui, Pardon. oui, si, une dernière question. Si ces parcelles sont très enclavées, est-ce qu'elles sont faciles à retrouver sur place ou bien est-ce que c'est très compliqué? Pas toujours. Au niveau des Moi, arpentages je et tout, suis ça doit allé sur place pour certaines. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont compliquées à retrouver, mais on les retrouve, il n'y a pas de problème. Hein, mais c'est pas toujours effectivement facile d'accès. Ouais. Ah oui, parce Ouais. que là, on est vraiment dans la forêt touffue. Ouais, et puis il y avait des fois des cendres qui existaient, qui sont plus trop utilisées, qui sont quasiment inexistantes. Donc c'était aussi un projet qu'on avait comment dirais-je, de référencer toutes les cendres qui étaient encore, je dirais, utilisables entre guillemets, de celles qui ont disparu au fil du temps. Donc c'est pareil, bah, tout ça, on a commencé, notamment même avec Sylvie, on avait commencé un petit peu à répertorier avec son équipe et la commission. Mais c'est vraiment, il y en a vraiment beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de centres, beaucoup de parcelles qui sont. Mais c'est, enfin, on n'a pas perdu de vue avec Olivier sur le principe qu'il y a du travail à mener là-dessus. Alors, on va pouvoir voter. Qui est pour? Bon, bah, je crois que c'est... Unanimité, merci à tous. Alors, dans le sujet des ressources humaines, j'ai demandé la présence de Christelle ici présente, qui est la directrice des ressources humaines, que je remercie d'ailleurs pour sa présence. C'est toujours un peu technique, donc si ou ça ne prête pas débat à question, ou oui, et puis on demandera à Christelle de nous éclairer les points sur lesquels vous appuyez. Alors, la politique de protection sociale de la collectivité. Vous avez une annexe aussi qui vous a été jointe. La protection sociale complémentaire est une couverture sociale additionnelle apportée aux employés qui vient en complément de celle prévue par le statut de la fonction publique et de celle de la sécurité sociale. La protection sociale complémentaire porte sur deux types de garanties que sont la prévoyance et la santé. L'ordonnance numéro 2021-75 de février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique énonce que les assemblées délibérantes des collectivités et de leurs établissements publics doivent organiser un débat sur la protection sociale complémentaire dans le délai d'1 an à compter de la publication de l'ordonnance. Donc un débat doit être organisé qui ne porte pas à un vote. C'est un débat que nous tenons. L'ordonnance ne fait mention d'aucune délibération, j'aurais pu lire, m'en rappeler, devant venir concrétiser ce débat. Il s'agit dans un premier temps d'évoquer le sujet afin que les élus puissent s'en imprégner. Les décrets d'application n'ont toujours pas été publiés, donc on aurait pu ne pas le mettre à l'ordre du jour, mais c'est toujours intéressant de porter ces sujets-là à connaissance des élus. À titre d'information, vous avez dans les tableaux ci-dessous les éléments concernant la situation actuelle au sein de la collectivité concernant la protection sociale complémentaire. Nous vous rappelons qu'à compter du 1er janvier 2025, où nous vous l'apprenons d'ailleurs, en matière de prévoyance et au 1er janvier 2026 en matière de santé, la collectivité devra obligatoirement participer financièrement au contrat souscrit par ses agents. Ce qui n'est pas neutre financièrement pour la commune, mais qui est une protection supplémentaire pour les agents. Maintien de salaire. Depuis des années, une offre de garantie de maintien de salaire est proposée aux agents de la collectivité et du CCAS dans le cadre de contrats collectifs, mais à adhésion individuelle, qui couvre 90% du traitement de base pour les risques maladie ordinaire et invalidité pour les agents de la ville et 95% du traitement de base uniquement pour les risques maladie pour les agents du CCAS. À titre personnel, prendre une couverture plus conséquente s'il le souhaite, qui vient s'ajouter au taux de contrat collectif que vous avez en dessous. À ce jour, aucune participation financière de la collectivité. Les cotisations sont acquittées en totalité par les agents qui adhèrent volontairement à ce contrat groupe. Alors vous avez en dessous le tableau qui vous résume depuis 2018 l'évolution du taux, avec l'évolution, la variation du taux d'une année sur l'autre. En dessous, vous avez l'état récapitulatif des adhésions à la garantie de maintien de salaire. Les agents de la commune, donc 2018 sur 2021, 34, 35, 27, 26 agents adhèrent. L'évolution et présente
le total des cotisations. Et pour les agents du CCAS, même chose sur la droite, avec les montants équivalents. En 2018, la collectivité a lancé un questionnaire auprès des agents pour savoir le nombre d'agents qui seraient intéressés par une adhésion dans le cadre d'une hypothèse de renégociation du contrat groupe. Les résultats ont été peu éloquents et seulement 12 personnes étaient intéressées, ce qui représente 12,76% des agents sondés. Et avec une si faible participation, on ne peut espérer la négociation d'un meilleur taux. Et vous avez le tableau récapitulatif. Donc, la commune, c'est 81 agents répartis en 56 titulaires et 25 contractuels. Pour le CCAS, 9 agents, 6 titulaires et 3 contractuels. Le tableau, donc, 39 agents, enfin 42 agents au total ont répondu. Il y en a 26 qui sont déjà adhérents et 12 qui souhaiteraient adhérer. Notez là aussi la présence de quelques fautes qui sont modifiées, mais pas dans la version que vous avez. Est-ce qu'il y a des questions à ce point, un éclaircissement ou rien de particulier? Mutuelle santé, la collectivité n'a pas à ce jour souscrit de contrat collectif pour la garantie santé. Elle a obtenu depuis 2021 la possibilité de proposer le contrat ville qui est avec la mutuelle Mutualia aux agents de la collectivité résidant ou non sur la ville de Viarmes. Et les données inscrites dans le tableau qui suit représentent les cotisations prélevées sur le salaire des agents qui ont souscrit volontairement à la mutuelle nationale territoriale. Donc 17, 14, 12, 11 agents, toujours à rapprocher du nombre total d'agents communes et CCAS inclus. On vous a mis les sommes prélevées parce que ça peut vous donner une indication de l'impact que pourrait avoir pour la commune et aura probablement à partir de 2025-2026 pour la commune l'obligation de souscrire un contrat groupe. Alors après, je ne sais pas si on prend en totalité ou en partie. Tout sera ça à décider. L'intérêt de vous avoir montré ça, c'est de vous indiquer ce que la commune fait, ou plutôt ne fait pas pour ses agents. Donc nous n'intervenons pas sur le complémentaire santé, nous n'intervenons pas non plus sur le maintien de salaire en cas de maladie. Obligation qui arrivera en 2025-2026. Est-ce qu'il y a une question particulière là-dessus? Christelle, vous avez peut-être non, quelque chose à ajouter ou... Pas de questions? Le débat est clos. Merci à tous. Point 6. Modalité de réalisation des heures supplémentaires et complémentaires. Toujours dans les ressources humaines. Pour permettre le déplacement d'heures supplémentaires liées à des besoins exceptionnels et conformément au décret numéro 2260 du 14 janvier 2002, relatif au régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les agents dont le corps de référence est celui de la fonction publique d'État. Il convient de fixer les modalités de réalisation des heures supplémentaires et complémentaires, comme peuvent être amenés à en effectuer en raison des nécessités de service à la demande du maire ou du chef de service, les agents titulaires et non titulaires à temps complet, uniquement dans les catégories C et B, qui relèvent des cadres d'emploi que vous voyez en dessous. On rentre dans la complexité de l'organisation de la fonction publique. Je vous fais grâce de la lecture, vous pouvez les parcourir. Peuvent également être amenés à effectuer des heures qui sont dites là complémentaires, en plus de leur temps de travail, toujours en raison des nécessités de service et à la demande du maire ou du chef de service, les agents titulaires non titulaires à temps non complet cette fois, relevant des cadres d'emploi ci-dessus, donc ceux que nous venons de voir. Le nombre d'heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps complet ne pourra excéder 25 heures par mois et 15 heures pour les cadres d'emploi de la filière médico-sociale. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par les agents à temps non complet ne peut conduire au dépassement de 35 heures par semaine et 20 heures pour les assistants d'enseignement artistique. Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine relèveront du régime des heures supplémentaires. Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient pour une période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé après validation du besoin par chaque responsable de service et sur décision du maire. Cela peut se produire notamment pour le service de police pluricommunale lors des périodes électorales ou dans le cadre de l'organisation de séjours pour l'accueil de loisirs.
Les heures supplémentaires et les heures complémentaires réalisées seront réalisées par les agents à temps complet rémunérés par les indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévus par le décret numéro 2260 du 14 janvier 2002, au taux fixé par ce décret. Et s'agissant des heures complémentaires réalisées par les agents en temps non complet, rémunérés sur la base du traitement habituel de l'agent. Les heures complémentaires sont au même montant que les heures du traitement normal, contrairement aux heures supplémentaires qui, eux, sont à plus, combien 25%. 25%. Le comité technique a émis un avis favorable lors de la séance du 13 décembre 2021 et nous devons valider les modalités ci-dessus. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que ça appelle à des échanges? Et Christelle est là, prête à vous répondre. J'insiste. Non, pas de questions? Pour Christelle, du coup, c'est des heures supplémentaires, puisqu'elle est à temps complet. C'est bien ça, j'ai bon? Ok, j'ai tout. C'est parfait. Qui approuve la modalité de réalisation des heures supplémentaires et complémentaires? Unanimité, merci à toutes et tous. Merci Christelle. Il y en a encore ? Ah oui, encore un point RH. J'allais dire à Christelle qu'elle pouvait disposer si elle le souhaitait, mais il y a encore un petit point. Point numéro 7, actualisation des taux de promotion pour les avancements de grade. 2 points. La dernière délibération concernant la détermination des taux de promotion pour les avancements de grade ayant été réalisée lors de l'année 2008 et afin de tenir compte de nombreuses évolutions intervenues ces dernières années dans l'ensemble des cadres d'emploi de la fonction publique territoriale, il convient d'actualiser les grades concernés par les taux de promotion. Pour rappel, ces taux permettent de déterminer à partir du nombre d'agents remplissant les conditions pour être nommés au grade considéré le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade sur une même année. Plusieurs filières, en filière administrative, donc les attachés, les rédacteurs, les adjoints administratifs. Filière technique, différents cadres d'emploi là encore, ingénieurs, techniciens, agents de maîtrise, adjoints techniques. Et filière animation, les animateurs, donc c'est très... et adjoints d'animation. Filière sociale, éducateur jeune enfant, agent social ADSEM, et filière médico-sociale et filière culturelle. Donc tout ça est très cadré et très encadré dans la fonction publique. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Toujours pas d'intervention de Christelle. Il est demandé à l'Assemblée d'approuver l'actualisation du tableau ci-dessus. Pour rappel, la filière police municipale n'est pas concernée par les ratios d'avancement statutaire aussi. Je voulais... Oui, Christelle, Excusez-moi, Christelle et puis Fabien après. Je voulais juste préciser que pour les auxiliaires de puériculture, depuis le 1er janvier 2022, elles étaient passées sur la catégorie B. Donc en fait, pour les auxiliaires de puériculture, maintenant, le grade concerné n'est plus les auxiliaires de puériculture principale de première classe, mais c'est les auxiliaires de puériculture de classe supérieure. Voilà. Merci pour cette précision. Fabien. Oui, quand on parle de taux, on parle bien du nombre de toute personne qui doit passer un grade, passe automatiquement, c'est ça, les 100%. Oui, Christelle. voilà, c'est ça. En fait, si par exemple, ce qui est très rare d'arriver à des nombres comme à peu près 10 agents, par exemple, pour une filière technique qui pourrait prétendre au grade d'adjoint technique principal 2e classe, si par exemple nous avions 5 agents, on offre la possibilité aux 5 agents d'être promus en fait sur le grade supérieur. D'accord. On ne limite pas à 50% ou 80%. On offre, mais c'est très rare d'arriver. En général, c'est 1 ou 2 agents par an. Au sein de la collectivité, on n'a pas énormément d'agents qui peuvent prétendre à un avancement chaque année. Donc, et les avancements, c'est au nombre d'années, à l'ancienneté ou... Alors, il y a différents critères, en fait. Les critères sont fixés, en fait, par le CIG. Donc, il y a une ancienneté à avoir sur le grade actuel, un certain nombre d'années d'ancienneté sur le grade, sur l'échelon. Et certains grades, en fait, demandent à obtenir l'examen professionnel.
Donc voilà, après c'est une étude qui est faite en fonction, tous les ans on étudie toutes les possibilités d'avancement des agents sur un tableau récapitulatif, et c'est l'autorité territoriale qui statue sur les avancements et également sur l'intérêt pour la collectivité de nommer les agents sur des grades supérieurs D'accord. voilà, en fonction des postes occupés. Ok, bon, merci. Je vous en prie. Merci Christelle. D'autres demandes de prise de parole? Roger? Oui, Roger, pardon, je ne t'avais pas vu. Avec le micro, s'il te plaît. Juste une curiosité, actuellement on a combien d'agents à la ville? On l'a vu dans le point suivant au-dessus, je crois 81 et 9, c'est ça? 81 agents pour la commune et 9 au CCAS. Okay, et là-dedans, il y a des contractuels et des titulaires. Ok, merci. Alors, je porte aux voix cette actualisation des taux de promotion pour l'effacement de grade. Qui approuve? Unanimité, merci à toutes et tous. Point numéro 8, création de postes suite à avancement de grade. Depuis le 1er janvier de l'an dernier 2021, suivant la mise en place des lignes directrices de gestion, il n'est plus nécessaire de présenter le tableau d'avancement de grade annuel à la commission administrative paritaire. En effet, les lignes directrices de gestion permettent une évolution de carrière équitable entre les agents selon un ensemble de critères définis par l'autorité territoriale, à savoir l'ancienneté, le niveau du poste et des missions ou tâches dévolues, la cohérence dans l'organigramme fonctionnel, la manière de servir et l'impact budgétaire. Le tableau d'avancement de grade est arbitré par Monsieur le maire avec les dates d'application. Certains avancements requièrent la création du poste qui n'existe pas au tableau des effectifs afin de pouvoir nommer l'agent dans ce nouveau grade. La création de poste étant du ressort du conseil municipal, il est donc demandé à l'Assemblée de modifier notre tableau des effectifs afin de permettre l'avancement de grade en transposant les postes selon l'évolution des agents comme suit. Cadre d'emploi éducateur jeune enfant, évolution d'éducateur de jeunes enfants, enfant et éducateur de... Bref, enfant de classe exceptionnelle. Donc nombre de postes en évolution 1, c'est le multi-accueil qui est concerné. Cadre d'emploi agent social, évolution d'agent social à agent social principal de 2e classe, un agent concerné également multi-accueil. Et policiers municipaux, évolution de gardien brigadier à brigadier chef principal. Un poste aussi au niveau de la police municipale. Donc nous vous demandons de pouvoir ouvrir ces 3 postes car ils n'existent pas au sein de la commune afin de pouvoir permettre l'évolution de 3 agents qui nous paraissent correspondre aux critères qui vous ont été mentionnés juste avant. Oui, Madame Misnard-Aude. Il y a un poste qui avait été créé, si je ne me trompe, lors du dernier conseil municipal. Est-ce que c'est ce poste-ci qui est concerné? Non, c'était le poste du chef de service Christelle, je crois. Hein. Chef de police municipale, oui. Et il est pourvu? Non, pour l'instant non, puisque les démarches sont en cours actuellement, mais on n'a pas encore les... Donc ça sera un recrutement alors pour le poste? Ah non, c'est l'évolution du chef de police actuel qui évolue aussi dans son grade comme celui-ci, mais là c'est un brigadier qui répond aux obligations pour évoluer vers le grade de brigadier chef principal. Alors pourquoi est-ce que l'autre n'a pas déjà eu le temps d'évoluer? Parce qu'on l'a fait au dernier conseil et puis que c'est pas les... Enfin, comment ça se passe, Christelle? Il faut aller au CIG, il faut la procédure, allez-y. Ça, il faut que son dossier soit validé auprès du CIG pour une promotion interne. Donc il y a une constitution de dossier à effectuer, il faut que l'agent soit inscrit sur une liste d'aptitudes pour pouvoir prétendre à l'avancement. Compliqué, hein. On peut pas décider d'autorité de faire avancer quelqu'un. Hein. C'est très encadré. Quel intérêt de l'avoir déjà créé alors que le dossier n'était pas fait? On est obligé, me dit-on. Oui, enfin, on est obligé de le créer, mais pourquoi l'avoir créé si tôt? C'est ça votre question? Voilà, c'est ça. Pourquoi l'avoir créé au dernier conseil et pas celui-ci? Parce qu'il y avait une demande du chef de police, qu'on a ouvert le poste, et puis qu'il fait comme cela, il attend son... Bon, enfin, de toute façon, ça ne coûte rien. C'est? Ça ne nous coûte rien. Non, alors si, il y a un impact budgétaire, de toute façon, on l'a vu au-dessus. Hein. Quand la personne évolue dans le poste, mais si le poste est créé et qu'il n'y a personne... Ah non, oui. Non.
Créer un poste ne veut pas dire qu'il sera occupé. Muriel ou Christelle? Oui, tout à fait. En fait, on doit le prévoir au budget, mais cela ne veut pas dire qu'à la fin de l'année, il aura été pourvu et donc les dépenses auront été effectuées. Vas-y, Muriel. Je compléterai également que pour la bonne construction budgétaire, néanmoins, nous allons financièrement, au chapitre 012, donc des ressources humaines, prévoir cette dépense éventuelle, puisque comme tout budget, c'est des prévisions. Et effectivement, pour permettre d'avoir une anticipation si dans les quelques mois qui viennent, là, puisque ça se fait avant fin du premier semestre, je crois que c'est au mois de juillet, Oui, qu'il y a la réponse. C'est ça, c'est au 1er juillet donc, de chaque année qu'il y a une réponse, puisque c'est au niveau national, je le rappelle aussi. Et donc, à ce titre-là, ça permet, plutôt que de refaire une décision municipale, c'est aussi une façon d'envoyer un message aux agents, de montrer la volonté de l'autorité territoriale de les faire progresser dans leur carrière. Ce qui est important. C'est une reconnaissance aussi. Mais ceci dit, on ne peut pas ouvrir des postes comme on le veut. Techniquement, je pense qu'on pourrait, mais comme il faut l'inscrire sur le 012, ça ferait monter très fort notre budget, donc on ne le fait pas non plus, quoi. D'autres interventions? On a voté ou pas? Non. Alors, qui approuve la création de postes pour les avancements de grade? Unanimité, merci toutes et tous. Eh bien, nous avons fini l'ordre du jour de ce conseil municipal qui n'était pas extrêmement lourd et nous avons quelques informations aux questions diverses. Réponse aux questions de l'opposition. Et puis si vous avez, vous, des questions ou les adjoints un point sur les futures manifestations qui se présentent et qui ont l'air d'être confirmées, vous pourrez nous en dire un mot. Alors, les questions de l'opposition. Première question au sujet de la commission jeunesse. Quand aura lieu la prochaine commission? Donc, Sarah Berg, vous la voyez pas, du coup, est absente. Elle est en convalescence, donc je lui demande d'en organiser une dès son retour, dont je ne connais pas la date. Elle se repose, elle va mieux et on la salue. Point travaux. Donc, vous souhaitez un point travaux particulièrement sur le nouveau gymnase. Donc le gymnase, où en est-il? L'avant-projet sommaire a été validé par la commune conjointement avec les architectes. Nous sommes maintenant donc en attente de l'APD, c'est-à-dire l'avant-projet définitif, qui va lui ouvrir après à l'ouverture de la recherche des entreprises. Pour cette APD, nous devons d'abord effectuer sur la parcelle qui recevra le gymnase une étude de sol pour un montant de 18 000 € et l'abattage des arbres nécessaires pour l'étude de sol est prévu pour le 20 février. Donc nous recevons l'étude au mois de mars, après recherche des entreprises dans la foulée, j'imagine, par l'architecte, et on espère un début des travaux fin d'année. Vas-y, Muriel. Ou Hugues, si tu as des... Oui, il faut préciser qu'on aura quand même d'abord l'élaboration des dossiers de subvention avant de rechercher les entreprises, puisque voilà, c'est ce qui va être la première étape pour que les partenaires financiers qui seront sollicités, qui sont le conseil régional, le conseil départemental, avant de pouvoir constituer. Il y aura aussi le permis de construire, quand même, les autorisations d'urbanisme. Et ensuite, effectivement, il y aura, une fois que le dossier de consultation des entreprises sera établi après tout cela, une mise en ligne pour faire une consultation auprès d'entreprises. C'est plus clair que moi, effectivement. Vous dites qu'il n'y a pas d'études de sol qui ont été faites. Comment est-ce qu'on peut faire un projet si on ne connaît pas le sol et le sous-sol? C'est toujours comme ça. Avant le début des travaux, il y a une étude de sol qui est faite. Non, mais qu'elle soit faite avant les travaux, je suis d'accord, mais avant les projets et l'établissement des projets... Ce qu'on peut préciser, si je puis me permettre, la précision, c'est surtout pour avoir une précision détaillée, si vous voulez, du sol, pour la portabilité de l'ouvrage. Oui. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible aujourd'hui. Il y a quand même eu, au niveau du terrain, ils ont quand même la connaissance, si vous voulez, de la constitution des sols de ce terrain.
Voilà. Hein. Là, c'est vraiment pour préciser d'un point de vue vraiment très technique et détaillé quels vont être les besoins de profondeur pour justement... Voilà, ça précisera la profondeur des pieux, des nécessaires, ça précise tout ça. C'est surtout pour ça. Donc, début souhaité, espéré fin d'année, puisque on souhaite ardemment la livraison du gymnase avant les JO de Paris de 2024. Donc, vraiment, l'objectif, c'est que dernier trimestre ou les 2 derniers mois de l'année, les travaux débutent. Pour info, il y a à peu près une année, on avait un chiffre élevé de 3,9 millions, je crois, et on en est maintenant à pratiquement 4,2 millions. Les prix flambent en cette période sanitaire, ce qui n'est pas un bon signe. Autres travaux, l'église. Donc mardi 8 février se tient une commission d'appel d'offres pour l'attribution. L'architecte évidemment sera présent. Ensuite, notification aux entreprises. Dans la foulée, installation du chantier, on espère mars, Muriel, pour le début du montage de l'échafaudage sur le clocher de l'église. Allez-y, complétez. Ce qui est important également de savoir, c'est qu'en ces temps de crise sanitaire, nous avons quand même beaucoup de difficultés à trouver des entreprises qui veuillent bien répondre aux différents lots, et notamment même pour l'église, où on a eu beaucoup de mal. Il a fallu rechercher même par nous-mêmes, l'appel d'offres n'a pas suffi pour trouver des entreprises pour le lot, pour les vitraux, et également pour la charpente. Voilà, donc je tenais à vous le préciser parce que c'est important, puisque tout ne peut pas démarrer si nous n'avons pas, notamment le lot charpente, qui est indissociable, je dirais, de tout le reste. Ce qui m'amène au sujet suivant, qui est le restaurant scolaire, puisque c'est la même problématique. Lors du passage du marché, les lots charpente et couverture n'ont pas été pourvus. Donc Muriel elle se bat fort et bien, et elle a trouvé des contacts des entreprises qui vont répondre courant février. Il devrait quasiment être fini, ce restaurant scolaire, bientôt à cette époque-là. Il n'a pas commencé, donc c'est un problème. Ils semblent intéressés, vont répondre en février, et enfin, j'espère qu'on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet pour le restaurant scolaire. Quel autre chantier? Le parking du Fréval, pour ceux qui sont passés sur cette route-là, je parle du parking au cimetière du Fréval, est terminé. La voirie jusqu'au tir à l'arc est terminée également. Donc vous pouvez regarder, c'est propre et bien fait. L'entrée du cimetière du Fréval a été refaite. Et dans la foulée, dans le budget 2022, nous devrions inscrire aussi l'allée centrale qui est dans un triste état du cimetière. La fontaine d'amour, en ce moment, la voirie de la fontaine d'amour, l'enfouissement est pratiquement terminé. Pas complètement, mais presque. Et dans la foulée, donc on lance le marché voirie pour terminer le travail et passer le bitume. Au niveau de l'étang, puisqu'on a aussi le projet de rénovation de l'étang, donc la maîtrise d'œuvre est désignée. Maintenant, on monte le dossier pour l'élaboration du CAR, qui est le contrat d'aménagement régional, qui est important, qui comprend 2 opérations, qui comprend des grosses opérations, puisqu'en général, c'est des opérations de plusieurs millions d'euros, puisque c'est très subventionné, dont notamment tout l'espace étang. Donc là, on monte le CAR, dossier de subvention déposé à la région, ensuite l'accord de la région, puis dans la foulée du Conseil général. Ça nous mène à quand? Muriel. Peut-être qu'en septembre, on pourra avoir quelque chose? Une petite particularité quand même, c'est que nous ne sommes pas les seuls concernés, puisque l'ouvrage L'étang est de la compétence quand même du CIMABI. Donc il faut le préciser. Donc à ce titre-là, il y a des contraintes techniques, comme vous venez de le souligner, Monsieur le maire. La maîtrise d'œuvre vient tout juste d'être désignée. Nous ne l'avons pas encore rencontrée. Alors ça s'est fait ce mois-ci. Voilà, donc je crois que c'est profilé de mémoire la semaine prochaine, ou en tous les cas c'est au mois de début février. Et là, c'est eux qui nous feront la planification,
J'avoue que j'ai pas. On espère, mais il y a des particularités techniques. Non, mais c'est assez il y a des problèmes techniques qui sont pas simples à régler. Voilà. Il y a deux maîtrises d'ouvrage. En gros, il y a nous, il y a le CIMABI, ensuite il y a les dossiers de subvention. Ensuite, enfin bon, le dossier avance, mais à son rythme. Autre gros chantier, la gendarmerie. Donc vous savez qu'on n'est pas chez nous, que c'est Val d'Oise Habitat, qu'on travaille avec eux. 3 candidats ont été retenus par Val d'Oise Habitat. Bientôt, ils devraient nous présenter les esquisses des 3 candidats à l'aveugle, anonymement, voilà. Comment on va travailler? Donc, c'est un projet extrêmement important puisque on l'a déjà répété plein de fois, c'est ce projet qui va restructurer et donner une nouvelle image moderne et propre et qualitative à notre centre-ville. Le début de beaucoup de choses, j'espère, donc on ne veut pas se rater. Ces 3 esquisses, elles seront présentées, je pense que, bon alors c'est pas encore déterminé, mais dans un premier temps peut-être à la commission grands travaux, mais j'aimerais bien que tous les élus, peut-être faire une réunion spécifique, parce que c'est un sujet sensible et important à mes yeux. Je ne veux pas le rater, et je veux qu'on soit bien tous d'accord sur la qualité et la structuration du projet. Donc voilà, je pense qu'on organisera une réunion spécifique où on vous montrera les 3 esquisses et on donnera un avis. Alors on n'a pas d'avis, on ne peut pas décider, on donnera un avis sur le projet qui nous convient le mieux. Et Val d'Oise Habitat, j'espère, suivra notre avis, puisque c'est quand même chez nous que ça va se passer et qu'on est partie prenante, y compris financièrement, du projet à hauteur, je vous rappelle, de 1,2 million. Quel autre grand travaux? Est-ce que j'ai parlé de tout? Hugues, j'ai oublié quelque chose? Vous avez d'autres sujets? C'est après. Point 3. Pour la rue Alexis Carrel, donc oui, nous avons échangé là-dessus. Vous nous aviez dit vouloir participer, vous participerez. Pour l'instant, on a été moins aussi au niveau de la mairie pour traiter tous les sujets de votre et le jour où, quand on va réfléchir à ce sujet-là, vous serez conviés. Pour l'instant, c'est pas encore en phase active. La Fontaine aux Moines, un point sur les travaux de la Fontaine, et vous nous dites que l'abbaye de Royaumont utiliserait de l'eau que nous contribuons à acheminer. Donc oui, ce qui passe par la Fontaine aux Moines arrive bien sûr à Royaumont. Est-ce qu'on pourrait leur demander une participation à l'entretien du réseau? Ça n'a jamais été fait. Il faut qu'on se... Oui. C'est intéressant. Prends le micro. Prends le micro pour affirmer ta phrase. Je dis que l'abbaye de Royaumont payait une redevance au CCAS il y a un certain nombre d'années. Et puis après, on avait racheté pour 1 euro symbolique, etc. Et ça avait posé problème. Moi, j'avais dit que c'était pas normal, mais ça a été voté quand même. On avait racheté quoi? Il y a eu un problème avec la Fontaine aux Moines elle-même. On avait racheté quelque chose pour 1 euro symbolique. La Fontaine aux Moines appartenait à Royaumont? Non, mais on a racheté quelque chose. Il faut revoir ça, parce qu'avant, je suis certaine que le CCAS touchait quelque chose de la part de Royaumont. Voilà. Je me suis permise d'évoquer ce point, d'autant plus qu'ils font commerce de l'eau, qu'ils la reçoivent, c'est bien. Ils font commerce de l'eau? Oui. Ils font? Ils mettent des bulles dedans ou ils la vendent en bouteille. Il y a de l'eau à boire de l'abbaye de Royaumont? Oui. Si. Je sais pas, je suis pas au courant du tout. J'ai posé la question, on m'a dit que oui, c'était l'eau qui venait de la Fontaine aux Moines. Donc, si c'est de l'eau qu'ils prennent dans le ruisseau là, qui passe devant chez eux, oui, ça vient de la Fontaine aux Moines, ça c'est sûr. Maintenant, j'ai jamais entendu parler de ça. Bon. Sujet intéressant, on peut se rapprocher d'eux, mais enfin en ce moment ils ont aussi beaucoup de mal à boucler leur budget, donc je ne sais pas comment on peut... Ceci dit, tout sujet est sur la table, et il y a aussi il faut qu'on se renseigne aussi sur l'application du CIMABI, comme c'est de l'eau, sauf si vous avez une intervention depuis tout à l'heure.
Effectivement, j'ai regardé un petit peu l'historique. Alors, je ne sais pas du tout pour le CCAS, c'est important d'avoir l'année pour que je puisse faire des recherches effectivement officielles. En revanche, quand on regarde, puisque effectivement la Fontaine aux Moines est un monument historique qui est classé partiellement, il semblerait quand même, d'un point de vue historique, qu'elle avait été édifiée par les cisterciens de Royaumont à l'époque pour approvisionner l'abbaye. Elle date du XIIIe siècle, je crois, de mémoire. Et quand on regarde la réglementation sur la loi sur l'eau, puisque c'est à peu près ça, puisque finalement c'est un réseau d'adduction d'eau qui existe, qui a été créé comme ça, effectivement, et le point de sa source, c'est sur Viarmes, c'est la Fontaine aux Moines. Et d'après ce j'ai pu voir de façon très succincte, encore une fois, c'est à corroborer à voir tout ça, c'est que tout ce qui concerne l'eau, le propriétaire du fonds, enfin celui où ça prend sa source, en est effectivement propriétaire, mais tout ce qui ensuite est acheminé naturellement, si l'on peut dire, même si sur le territoire de Viarmes, il y a des regards puisque c'est canalisé. Effectivement, n'empêche qu'il y a le droit de riverainté qui existe, donc les riverains, qui, donc quand ça passe chez eux, ont aussi ce droit-là. Donc à se faire confirmer tout ça, par rapport à ce que vous évoquez, je ferai de recherches un peu plus approfondies, que ce soit avec le CIMABI, puisqu'il a aussi une certaine compétence, que ça soit au niveau historique, avec les documents existants, que ce soit du CCAS ou de la commune, puisqu'il y a peut-être eu aussi des... Oui, bon, je verrai bien, et je regarderai tout ça, et je vous essaierai de vous apporter la meilleure réponse. C'est dommage, le président du CIMABI n'est pas là ce soir. Oui, je suis désolée. Il y avait des travaux à faire pour qu'elle soit... Oui, alors, pour tout ce qui est canalisation elle-même, c'est dans son jus, si je puis m'exprimer ainsi, donc c'est très très vieux, empierré. On avait eu quelques chiffres qui faisaient peur, difficile et puis pas très bien subventionné de mémoire. Ça, c'est pour la canalisation. Par contre, pour la Fontaine aux Moines, oui, ça, il est hors de question de la laisser dépérir, et là, elle n'est pas bien, elle n'est pas en forme du tout. Le budget de l'ordre, les chiffres que j'ai eus, c'est de 100 000 € pour la remettre en état, parce qu'il faut démonter tous les murs, les remonter à l'intérieur. Et encore, à l'extérieur, déjà, les murs sont pas jolis, mais à l'intérieur, c'est pire. Et si on y prend garde, dans 2, 3, 5 ans, il y aura des effondrements. Et en plus, il y a certaines personnes qui passent au-dessus, qui vont dedans, donc de toute façon, ça va devenir dangereux. De toute façon, c'est un patrimoine de la commune, donc il n'est pas question de la laisser partir en miettes, hein. Donc on va intervenir. J'espère sur le budget de cette année si c'est possible. En tout cas, il faut qu'on trouve une solution et qu'on monte des dossiers de subvention, là encore, pour ce qu'on peut obtenir, pour la remettre en forme. Mais rien sur les canalisations, uniquement sur le bâti, pour l'instant. Avoir d'aide parce qu'elle est classée, peut-être que le PNR pourra aider sur les canalisations. Oui, allez-y. Donc, effectivement, le PNR peut aider à partir du moment où on fait la totalité. C'est-à-dire qu'il ne veut pas de découpage. Donc, on avait déjà, pour rappeler un petit peu ce qui avait été fait précédemment, effectivement, il y avait un architecte qui avait été retenu, qui avait étudié, et c'est tous les regards, donc il y en a quand même, je crois en mémoire, il y en a 4 en tout, plus la Fontaine aux Moines, pour pouvoir obtenir une subvention pour faire tous les travaux nécessaires à cela. Et le reste à charge est très élevé. Ah oui. Je me permets d'insister parce que les subventions potentielles cette année pour le petit patrimoine au niveau du PNR tournent autour de l'eau. Eh bien, voilà Sylvie, un dossier qui... Tu ne savais pas quoi faire ? Vois avec Aude si peut-être qu'ils ont amélioré le... Enfin, il faut aussi voir le reste à charge, hein, parce que c'est très, très, très élevé, mais enfin, c'est notre patrimoine. Il est clair qu'il faut intervenir. La salle, le théâtre, vous nous dites qu'il y a des problèmes de chauffage avec une chaudière qui tombe régulièrement en panne. Donc, après avoir, moi, j'étais pas au courant. Après avoir interrogé le directeur des services techniques, lui non plus, il me dit qu'il n'est pas au courant. Mais il semblerait que ce soit la commande générale qui est constamment abaissée. Une fois que la commande générale est relevée, tout fonctionne bien, mais donc des investigations vont être menées pour savoir si c'est les utilisateurs qui ont trop chaud et qui la ferment et qui ne la remontent pas,
ou si les plombs sautent, entre guillemets, et qu'elle se met en sécurité toute seule, et là, il faut aller voir ce qui se passe. Mais enfin, je n'avais pas d'informations là-dessus, donc maintenant, je l'ai. Oui, vous voulez intervenir là-dessus? Non. L'EHPAD Viarmes-Luzarches, Hugues, je te laisse la parole là-dessus. Donc, est-ce qu'il y a une date d'ouverture prévue et le problème du parking des visiteurs est-il réglé? Alors, date prévue, oui, bien sûr, heureusement. Normalement, ça devrait être aux alentours du mois de juin. Sauf qu'entre-temps, il y a à peu près un mois et demi, on a constaté qu'il y avait des problèmes d'infiltration d'eau par la toiture. Et là, c'est une guerre entre les différents intervenants. Et heureusement, le directeur de l'EHPAD avait souscrit une assurance spécifique pour cette problématique. Et donc, on est en train de monter le dossier d'assurance pour effectivement pallier à ce problème. Alors, c'est pas, je dirais, normal qu'on se trouve dans cette situation avec un bâtiment neuf. Il faut savoir qu'il y a énormément d'intervenants, hein. Il y a, je ne sais plus, 24-25 entreprises. C'est un chantier énorme. Mais on veille bien évidemment à ce que les dates soient tenues. On espère qu'on va trouver assez rapidement les raisons de ces infiltrations et d'y remédier au plus vite. Ça n'empêche pas que les autres choses se déroulent, sont menées, hein, mais voilà. Donc normalement, on devrait à peu près tenir les dates qui étaient initialement prévues. Pour le parking, j'ai pas. C'était quoi le fond de la question exactement sur le parking? Oui, c'était pour les visiteurs. Où ils se garaient. Je crois que c'était un débat qu'on avait eu il y a quelques temps, peut-être même sous l'ancienne mandature. On ne savait pas où les visiteurs de l'EHPAD allaient se garer. Une fois que c'était fini, il n'y avait qu'un petit parking de prévu. Alors, il y a un parking de prévu sur le devant de l'EHPAD. Il sera à la fois, je dirais, pour le personnel et les visiteurs. Il est par contre pas public, c'est un parking qui sera donc propriété de l'EHPAD. Et il y a 44 places de parking de prévues au départ. Alors c'était effectivement une polémique à savoir si ça serait suffisant ou pas le nombre de parkings. Actuellement, sur les deux sites, Luzarches et Viarmes, je ne pense même pas qu'il y ait 44 places de parking, il n'y en a même pas beaucoup. C'est un faux problème aussi que de penser qu'il y a énormément de visiteurs qui vont à l'EHPAD. Ça, c'est un constat. On a l'impression qu'il va y avoir beaucoup de monde, mais c'est complètement faux. Moi, j'y vais régulièrement et je peux vous garantir qu'il n'y a pas foule. Alors après, c'est peut-être un autre sujet, un autre débat. Mais ça pouvait paraître sous-dimensionné. Après étude faite par le directeur qui a compté pendant une période un petit peu le nombre de voitures, bon, il pense que ces 44 places seront suffisantes. Après, j'imagine que si un jour il y a quelques visiteurs de plus, ils iront certainement se garer dans la rue, je pense. Ou peut-être en face, comme maintenant, en face du parking, en face du cimetière, il y a quelques places supplémentaires. Ils les utiliseront peut-être quelques instants à ce moment-là, mais très difficile à déterminer avec précision si le nombre de parkings prévus est suffisant ou pas. Nous, on pense que oui. Maintenant, on peut peut-être se tromper, mais on verra bien. Parce que là, quand il va y avoir la fusion des deux établissements, il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de personnes en plus. C'est le même nombre de chambres, le même nombre de personnes qui seront accueillies. Oui. Quand on additionne. D'accord. Il y aura combien d'employés, a priori? Ça sera la réunion des deux EHPAD d'aujourd'hui. Hein, donc, grosso modo, ça doit représenter, je sais pas, une cinquantaine, soixantaine de personnes, mais qui ne sont pas, je dirais, tous en même temps, puisqu'elles tournent. Hein, donc, il n'y a pas non plus 40 ou 50 agents de l'EHPAD en même temps sur le site. Hein. Ça, c'est... Pour 150 lits potentiels, ça fait un ratio d'employés ça va faire un grand nombre de patients pour peu d'employés. C'est le ratio qui est actuellement appliqué. Hein, donc, je sais que c'est un sujet qui est... Hein, vous avez dû tous entendre il y a un jour ou deux, et ça met beaucoup d'émoi chez les gens,
que de voir que même dans des EHPAD, je dirais, privés, avec des prix assez conséquents au mois, qu'il y ait, d'après les personnes, pas suffisamment de personnel. Oui, certainement, mais il faut aussi se rendre compte de la problématique économique. C'est-à-dire que si on voulait vraiment, je dirais, se cantonner vraiment au bien-être de la personne, bien évidemment que quasiment tous les EHPAD de France et de Navarre sont en sous-effectif. Et il y a aussi un autre problème qu'on trouve un peu partout, c'est le manque de personnel. C'est-à-dire qu'il y a plus beaucoup de personnes qui sont intéressées pour travailler dans les EHPAD. Hein. Si vous en connaissez, vous pouvez envoyer les CV, il n'y a pas de souci. Hein. C'est un réel problème, ça. J'entends bien, mais ces EHPAD privés sont la propriété de fonds de pension qui font un retour sur investissement de 40%. Donc à ce rythme-là, forcément, les biscottes, ils les contrôlent. C'est quand même un peu scandaleux. Enfin, si c'est avéré, hein, j'en sais rien. Évidemment, le groupe conteste ces dires, mais avec des taux de rentabilité comme ça, même à 8 000 euros par mois, hein, c'était ça l'ordre de grandeur. Hein, waouh, c'est très très cher. Donc cette problématique de place, nous la verrons. Je crois me souvenir que dans le cadre de l'agrandissement du cimetière qui était prévu au Fréval, il y avait un peu plus de place que ce qu'on a fait là. Hein, je crois bien. Muriel, non? Ça vous parle plus? Du parking que nous on devait faire pour l'agrandissement du cimetière. Il y avait plus de place prévue. Comme j'ai préféré, moi, entrer dans la gestion des cimetières existants plutôt que de l'agrandissement du Fréval, puisque j'ai pu me rendre compte que les cimetières étaient très peu gérés, voire mal gérés. Donc maintenant, Mélanie, qui est en charge de ça à l'accueil, s'en occupe très bien. Il y a beaucoup de travail à faire sur le cimetière. Non seulement ils sont dégradés pour certaines parties de murs pour Royaumont. Promenez-vous à Royaumont, enfin c'est pas un endroit où on va forcément avec plaisir, mais le cimetière de Royaumont mérite d'être vu quand même. Il y a vraiment des tombes au fond à droite et puis pratiquement au milieu également qui sont dans un triste état. Il y en a un ami de la rue Balise parce qu'il y a eu des effondrements. Donc toutes ces tombes n'ont pas été évidemment réglées par les familles, puisque vous savez qu'il y a des concessions 20, 30 et 50. Perpétuel, ça existe toujours? Je crois que ça n'existe plus. Ça n'existe plus, mais il y en a en cours. Absolument. Donc ces tombes n'ont vu personne depuis des dizaines d'années. C'est totalement délabré. Donc on rentre en procédure de reprise. Il y a tout un tas de termes là-dessus. Mélanie s'en occupe bien. Ça me paraît plus opportun de gérer nos cimetières, d'abord pour respect pour ceux qui y sont, que de constamment agrandir, alors que potentiellement beaucoup de places existent dans les deux que nous avons. Mais du coup, en face de l'EHPAD, il y a moins de places qui ont été réalisées que ce qui était prévu il y a 1 an ou 2. Bon, après, l'EHPAD doit aussi organiser l'arrivée de ses visiteurs et de ses personnels sur sa propre surface. Oui, une question, Radia? Prends un micro, s'il te plaît. Oui, c'est bon. Vas-y. Est-ce qu'on peut se dire qu'actuellement, si on regarde la fréquentation des deux EHPAD de chacun de leur côté, on se fait une moyenne sur 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 1 mois et demi, peu importe. On peut se faire une idée quand même globalement en ayant une marge par rapport aux employés les personnes de l'usage qui vont venir sur Vierne par exemple, avec une marge de sécurité, mais on peut se faire quand même une idée globalement et a priori, je dirais que de ma vision, le nombre de places ça a l'air plutôt correct. Oui, 40, c'est pas mal. Et on peut suivre ça pendant 44. un mois, faire un suivi. Il y a même plus simple que ça, hein, comme pour abonder dans ton sens, il suffirait de regarder sur plusieurs jours d'affilée combien de voitures sont garées dans les pattes de Vierne et à l'Usarche, parce que les salariés, j'imagine, se garent à l'intérieur des structures. À ajouter les visiteurs, ça on ne sait pas, puisqu'elles sont à l'extérieur de l'EHPAD, on ne sait pas quels véhicules sont des visiteurs de l'EHPAD, mais ça permettrait au moins de voir combien de salariés et de voitures il y a au quotidien. Ratio semaine, week-end, et puis ça permet de se faire une idée et d'avoir quelque chose de aujourd'hui, sur l'EHPAD de Viarme, il n'y a quasiment pas de place. Il n'y en a pas beaucoup, non? Il n'y en a pas beaucoup. Et sur l'Usarche, il y en a un petit peu, mais quand moi je m'y rends... il y a quoi, une douzaine de voitures, et puis les gens se garent beaucoup sur la voie publique. Hein, donc, Avec micro et les interventions, s'il vous plaît.
là, en fait, dans Viarmes, on est dans un espace où il y a des parkings aux alentours. Et Luisard, je pense que c'est pareil. Alors que là, on va se retrouver sur la rue du Fréval. Et c'est vrai que s'il y avait un afflux, les gens, les riverains, ils vont vite nous le faire savoir. Hein, que Sûr. il y a trop de monde. Je pense que comme dans toute chose, il y a une part d'inconnu. Oui, mais je Donc pense après, qu'effectivement, Radia a raison de dire que 44 places, déjà, il faut voir comment ça va être occupé. Ouais. Après, si c'est comme dans les hôpitaux, c'est-à-dire que le parking, on arrive sur le parking, il est déjà plein il est déjà plein, les places sont déjà prises par les gens qui y travaillent, et qu'après il y a quasiment que 3 ou 4 places pour tourner, ça peut être inconfortable. Il faut savoir aussi que dans les EHPAD, il y a toute une période où il n'y a pas de visite possible. Donc, c'est-à-dire que par exemple le matin, vous ne pouvez pas aller rendre visite normalement aux résidents. C'est occupé par les soins, la toilette, et donc vous n'allez pas le matin forcément visiter, vous ne pouvez pas, sauf cas exceptionnel. Donc à voir. Après, il y a aussi, on n'est pas très loin non plus du pas de tir, du tir à l'arc, où il y a tout des emplacements de parking. Hein, donc là, il y a 200 mètres, hein, il y a 150 mètres. Hein. Mais l'idée, justement, pour ne pas se faire ces craintes-là, c'est que si on fait d'abord dans la première étape, c'est de faire un suivi pendant un mois. En fait, le nombre de places, c'est par rapport à celles qui restent. Celles qui seront occupées et celles qui resteront restantes donnera justement la visibilité sur est-ce qu'on risque de déborder ou pas. Je pense qu'il faut commencer par ça avant de... Bon, le directeur n'a pas l'air inquiet. Hein. Non, Monsieur Izard, d'après lui, ce serait bon. Après... Bon. Ok, pour l'EHPAD, sur les grands travaux, on aurait pu également faire un point sur le 21 rue de Paris. Qu'est-ce que tu en penses, Christophe? Avec un petit micro? Bah on s'est vu cet après-midi, on a parlé un peu. Oui, il y a eu pas mal de choses de faites. Il y a eu le passage d'un géomètre qui a permis de faire déjà des plans. C'était déjà intéressant. Et puis, il y a plusieurs choses qui ont été faites aussi avec, je ne connais pas son nom, Bénédicte. Bénédicte de Cacré, qui est la chef de projet du programme Petite Ville de demain pour nous, pour la ville. Voilà, qui a sollicité des subventions, enfin qui est en train de faire le dossier pour demander des subventions au PNR dans le cadre du projet Leader. Leader, oui. Et voilà, après on a avancé sur des questions un peu plus techniques. Il y a des rendez-vous avec des architectes qui sont prévus aussi début février. Et voilà, donc l'association avait arrêté en décembre-janvier les interventions et vont reprendre là en février aussi. Voilà. N'hésitez pas à rejoindre l'association Intramuros, dirigée par Christophe, animée par Christophe. Vous êtes un certain nombre de membres, hein, combien vous êtes? Pas loin de 50. 50 membres. Ouais. Vous avez déjà fait beaucoup de travail. Et quand ils y sont, si vous voyez la porte ouverte, n'hésitez pas à rentrer pour vous rendre compte vous-même. On va tâcher aussi, sur le budget 2022, de prévoir la rénovation, sans attendre encore plusieurs années, la rénovation de la parcelle qui donne sur la rue de Paris, ruelle du Fort, rue de Paris, dès cette année. Donc par l'intervention, le programme aussi Leader et grâce aux subventions du PNR. Tarif estimé de remise en état de cette première parcelle aux alentours de 300 000 €. Voilà pour les travaux, voilà pour les questions de l'opposition. Que puis-je vous dire? Que vous avez pu tous constater bien sûr que nous avons dû annuler les vœux, nouvelle formule qui était prévue sur la place de la mairie avec un petit spectacle son et lumière et quelques food trucks. Donc je souhaitais un format différent des vœux de ce qui se faisait jusqu'à maintenant, d'être plus près de notre population. C'était pas formellement interdit, c'était fortement déconseillé, ou en tout cas attention messieurs, dames. Et on aurait pu le faire, j'aurais pu faire mon discours, on aurait pu faire le spectacle, mais on n'aurait pas pu offrir le vin chaud, les food trucks sur place étaient déconseillés. Donc l'option a été choisie de ne pas les faire, puisque c'était une nouvelle façon de les faire. Il faut que ce soit bien fait, en tout cas qu'on essaye de mettre tout de notre côté pour bien les faire et pas faire quelque chose un petit peu en solde.
Donc on a préféré annuler, tant pis, et les invitations et les vœux envoyés par la commune aux habitants étaient prêts et chez l'imprimeur. Donc évidemment sur ce carton, nous invitions tout le monde à se joindre à nous pour cette fin d'après-midi. Donc option a été choisie de signaler un peu partout dans les commerces et sur nos panneaux et sur nos supports pour prévenir les gens de l'annulation du spectacle, mais de distribuer quand même parce que ça avait été fait, ça avait été payé par la commune et plutôt que de les jeter, on a préféré cette option même si ça avait certes un côté amateur mais c'est aussi un côté responsable de nos finances. Puis moi qui étais pas loin, j'ai pas vu d'attroupement de gens qui venaient non plus, hein. Ça s'est plutôt bien passé. Voilà pour les vœux qui ont donc dû être annulés. Est-ce que adjoint ou d'autres avaient une intervention ou des questions? Fabien, et puis après Hugues, et puis tu parles. Ils sont donc maintenus, annoncés, et peut-être la fête de l'eau s'il y a quelque chose à dire dessus. Fabien. Oui, simplement une demande à propos des trottinettes électriques qui roulent très vite dans le centre-ville. Ouais. Ils n'hésitent pas à prendre les sens interdits et je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un accident. Est-ce qu'il y aurait de la répression, de la prévention qui pourrait être menée sur la ville? Parce que ça commence à être... Il y a des conflits d'usage là qui sont en train de se... Oui. Je ne sais pas quelle est la réglementation là-dessus. Parce que maintenant, je crois que c'est un casque, il faut un gilet... Il n'y a pas d'obligation, je crois. Hein. C'est une obligation, j'envoie les troupes, hein, direct, mais je ne suis pas sûr. Hein. Je crois que ça a pas changé. Certain qu'il y ait... Là, il n'y en a pas un qui a un casque. Hein. Oui. Pas de casque, il y en a qui volent très vite. Hein. Il y en a, c'est des sapins de Noël. La rue Klein-Peter, c'est sans arrêt en sens interdit pris. Alors là aussi, c'est plus compliqué que ça parce que j'ai appris il n'y a pas longtemps que dans une ville, et pas les zones à 20, mais les zones à 30, quand c'est à 30, les vélos ont le droit de rouler à sens interdit. Je crois bien. Il faudra que je demande à Éric Julien, le chef de police là-dessus, mais je crois que c'est lui qui m'a dit ça. Et du coup, les trottinettes qui ne sont, qui n'ont pas de centimètres cubes, c'est des trucs normalement sans... Enfin, je ne sais pas où ça en est au niveau de la réglementation. Je ne suis même pas sûr qu'ils ne soient pas eux-mêmes autorisés. Mais la question est judicieuse et je vais m'enquérir de ça. En tout cas, ils ne roulent plus sur les trottoirs, ça c'est interdit, oui. Mais c'est vrai que ça commence à poser un problème sérieux et un jour il y aura un clash sérieux, je pense. Oui. Un peu de prévention sur ce sujet, où on parlait dans les journaux, il y a peut-être un truc à faire là. Le profil des jeunes qui sont dessus, la prévention à mon avis, ils sont là, ils roulent avec, ils se montrent, ils sont contents, ils vont vite. Ils sont sans casque, personne ne leur dit de mettre un casque chez eux. La prévention, peut-être je ne sais pas, peut-être, hein, pourquoi pas. Je doute de l'efficacité, mais en tout cas, il faut. On va étudier le sujet, c'est un sujet intéressant. Dominique, tu veux intervenir ou Alors, Didier, sur les hivernales. Donc, pour vous avertir que les hivernales auront bien lieu sur la place Pierre Salvi. Donc du 18 au 23 février. Donc il y aura une patinoire centrale avec des jeux en bois, un marché artisanat et de bouche. Donc il y aura 25 chalets tout autour de la patinoire. Voilà, je ne peux pas en dire de plus. Donc les horaires, ça va commencer le vendredi 18 février de 16h à 20h. Samedi, dimanche, c'est de 10h à 20h. Les lundis, mardis, de 14h à 20h. Et le dernier jour, le 23 février, de 10 à 20h. Tout en sachant que les chalets, donc pour les Viermois qui vont venir exposer, sont gratuits, sont payants pour les extérieurs de la commune. Bon, on prend un risque mesuré, on a décidé de les maintenir. Donc certains supports de com sont confirmés, les chalets sont présents. Après, si on nous laisse le faire, on aura bien joué parce que finalement, dans la foulée de les levées d'interdiction, on fait une manifestation. Et puis si on ne peut pas, on peut pas. Pour l'instant, c'est confirmé. Autre chose là-dessus? Non? Hugues. Deux choses. La première, c'est au niveau du recensement. Comme vous le savez, la commune donc, est en période de recensement. Ça devait avoir lieu l'année dernière et ça a été reporté.
Ça a débuté donc jeudi dernier et ce sera jusqu'au 19 février. Normalement, il nous est demandé d'atteindre 100% de réponses, c'est ce que l'INSEE attend. Donc les agents recenseurs ont déjà commencé bien évidemment à déposer les imprimés, on peut le faire par Internet. Et puis il y a aussi des personnes qui ne peuvent pas le faire par Internet ou qui ne savent pas ou qui ne souhaitent pas. Donc du coup, il faut qu'elles aient l'imprimé papier. Donc elle peut le demander bien évidemment à l'agent recenseur, mais elle peut aussi se rendre en mairie pour demander le formulaire afin de le remplir. Mélanie, qui s'occupe du recensement, m'a fait part aussi de certaines personnes qui ne veulent pas remplir, mettre les informations et les communiquer. Il faut savoir qu'il faut quand même leur dire à ces personnes que le recensement, donc c'est une obligation. C'est pas j'ai envie de le faire ou pas envie de le faire. C'est encadré. On se doit de répondre. Et j'espère qu'on n'aura pas trop de récalcitrants. Mais ce que je voudrais surtout, c'est que nous, chacun à notre niveau, en tant qu'élus, on n'hésite pas à faire, je dirais, à mouiller la chemise, comme je dirais, pour faire comprendre que c'est une obligation et qu'il faut absolument le faire. Donc en parler autour de soi, parce que c'est important. C'est important aussi pour la ville que de savoir avec exactitude le nombre d'habitants qu'il y a sur Viarmes. Et puis aussi, c'est vrai qu'à travers ces formulaires, on nous demande, il y a le nombre d'habitants, mais il y a aussi l'habitat, c'est-à-dire de quoi est constitué maison, appartement, le nombre de pièces. Alors ça fait toujours un peu, peut-être un peu inquisiteur, mais bon, il faut absolument qu'on connaisse toutes ces données pour aussi mieux travailler et répondre au plus près des attentes des uns et des autres. Voilà, donc vous avez reçu un petit mail, je crois, aujourd'hui de la part de Mélanie qui relance tous les élus. Donc je relais à mon tour et ce serait bien qu'on essaie d'atteindre ces fameux 100%. Voilà. Deuxième chose, c'est un point sur la SNCF, sur notre gare. Donc je vous l'ai déjà dit, donc la gare a été rénovée. Elle est très, très belle. Mais on a une belle gare, mais d'ici quelques mois, il y avait un agent qui était donc dans cette gare, qui n'était pas à temps complet en ouverture, on va dire. Sachez que la SNCF donc veut supprimer ce poste d'agent. Alors ça pose beaucoup de questions. C'est effectivement de se dire, il n'y a plus personne dans la gare de Viarmes. Si quelqu'un a besoin d'un billet, il ne pourra plus l'avoir par ce biais-là. On a reçu aussi la directrice de l'ENIEH avec Olivier. Et elle nous a aussi posé la question de savoir si l'espace de la gare, la salle d'attente, on serait désireux d'y implanter aussi peut-être certaines choses ou des services. Maintenant, de plus en plus, dans les communes, les gares, je dirais, sont occupées par des différents services que l'on peut proposer à la population. La salle n'est pas perdue. Oui. Alors, il faut qu'on réfléchisse. C'est récent, hein, on les a reçus en fin d'année. On a revisité la gare. Voilà, donc elle a été refaite. Il y aura aussi, ce qu'il n'y a pas encore, quand on rentre sur le côté, pas dans la gare, mais à l'extérieur, à droite, pour aller accéder au quai, il y aura aussi des toilettes qui vont être installées, puisqu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc ça, c'est prévu. Il y a déjà eu une déclaration préalable de travaux déposée en mairie. Et puis peut-être aussi ce qu'il se fait un peu partout maintenant. Vous savez, vous avez pu voir sur certaines gares à la sortie des casiers avec un super groupe Amazon qui permet de récupérer certains achats quand on sort de son train et de pouvoir les récupérer. Donc ça, c'est prévu aussi. Et je dois relancer une personne de la région qui s'occupe de ça. On a constaté, on leur a fait constater la dernière fois que nous sommes allés avec eux, qu'il n'y a pas de quoi attacher ses vélos. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'endroit où on peut mettre les vélos. Alors il existe bien un abri. Sous cet abri, il n'y a rien pour attacher les vélos. Donc on a fait cette remarque, on l'a fait remonter cette information.
car j'aimerais bien quand même, indépendamment du souhait peut-être, comme dans certaines communes, d'avoir des vélos électriques pour se déplacer avec la SNCF qui met des fois à disponibilité des vélos électriques, même sans aller jusque-là, même si on avait déjà dit oui sur le principe, on était d'accord il y a déjà quelques années, au moins que si quelqu'un a envie de déposer son vélo, qu'il puisse le faire, bien évidemment avec aussi un minimum de sécurisation, parce que, comme vous le savez, malheureusement, des fois il peut y avoir des dégradations, donc on leur a demandé tout ça. Donc je vais me mettre en relation avec cette personne, et puis je vous ferai part un peu de l'avancée du dossier de la gare. Oui, tu peux. Effectivement, je te donne la parole, Sylvie. Elle a vraiment été très très bien réalisée, hein. Comme on l'a visité avec la directrice de la ligne, on a vraiment fait le tour en étant attentif aux détails. Elle a vraiment été très très bien réalisée. L'architecte d'ailleurs qui l'a fait va venir visiter le 21 rue de Paris pour réfléchir sur la rénovation de la friche. Et on a visité aussi les étages. Et il y a des choses qui pourraient mettre à notre disposition, mais c'est dans son jus, comme on dit. Et l'escalier, il n'y a pas de PMR, et je ne sais pas ce qu'on pourrait faire là-dedans, mais eux n'ont pas l'intention de le mettre en location de toute façon, ils ne font pas. Donc pour l'instant, il y a deux étages et peut-être 60 mètres carrés par étage qui ne sont pas utilisés et qu'ils pourraient nous mettre à disposition pour quelque chose. L'associative, je ne sais pas, en tout cas, ça existe et c'est vraiment très bien fait. Sylvie. Pour les espaces vélos, on a vu passer un plan PNR de rattrapage, c'est-à-dire qu'en fait, des communes avaient participé et on nous a sollicité. Après, nous, on a fait le choix de ne pas répondre à la proposition parce que, après étude, comme il y a beaucoup de choses qui vont changer dans Viarme, par rapport à la cohésion de ce qu'on va installer en matériel urbain sur toute la ville, ça ne nous paraissait pas judicieux de choisir 2 ou 3 équipements qui allaient être un peu subventionnés, parce qu'après, on n'était pas sûr de pouvoir avoir la même chose pour le reste de la ville. Donc finalement, plutôt que choisir 3 trucs et pas avoir le matériel qui répond aux vrais besoins de la ville, on attend que les changements se fassent sur le centre-ville, et donc on a fait le choix, ce qui nous était proposé également, des équipements qui étaient uniformisés un peu sur tout le parc. Mais je pense qu'il y aura de nouveau des sollicitations et qui interviendront au moment où nous, on pourra les solliciter. Parce que Chantilly, par exemple, avait fait une grosse demande. Mais il leur restait un peu d'argent. Donc voilà. Ok, voilà merci pourquoi Sylvie. on n'a pas... Dominique. Tu viens de l'éteindre. Rappuie une fois dessus. Je voudrais transmettre les vœux de la part des comités de jumelage de Teubercury, de Morcotte et de Coutigliano aussi, au maire, au conseil municipal et puis à tous leurs amis viermois. Voilà. On est tous dans les starting blocks, on aimerait bien pouvoir reprendre nos échanges, mais pour le moment c'est toujours en attente. Je voulais signaler que nous avons dû annuler la Saint-Patrick parce que j'ai été en contact avec le groupe qui devait animer la soirée. Et ils annulent au fur et à mesure leurs concerts, étant donné qu'au niveau des danses irlandaises, il y a beaucoup de contacts, on change de partenaire sans arrêt, on se donne la main, on fait des valses, etc. Et c'était vraiment pas raisonnable. Donc ça s'est annulé, on va reporter à l'année prochaine. Et puis je vais signaler un groupe aussi, un tout petit groupe d'Irlandais, une école qui doit venir, 2 adultes et 3 élèves. Alors évidemment, on est loin des grands groupes de 60 personnes qu'on recevait avant la pandémie, mais c'est un bon début et j'espère que ça va relancer quelque chose. Ils seront accueillis une demi-journée au collège, peut-être pour renouer des choses et des projets futurs. Voilà. Surtout, n'hésite pas au nom du conseil municipal et mon nom propre, même de leur souhaiter tous les vœux possibles. Et je ne les connais pas encore. Non, je sais. Ça va venir. Dès que tu vois une fenêtre de tir, on prend l'avion et on s'en va dans les tourbières irlandaises. Voilà, dans les bars surtout, pour boire une petite bière. Aussi. Avec plaisir. Roger, non, rien de particulier. La fête de l'eau, qu'est-ce qu'elle dit, Sabine, pour le mois de juin?
Donc l'année dernière, on voulait mettre en place en co-organisation avec la commission environnement, donc la fête de l'eau qui avait pour thème l'eau bien sûr, pour mettre en valeur le patrimoine hydraulique de Viarmes, autour d'animations donc autour de l'eau, de l'environnement et de façon ludique et très familiale. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas pu mettre en place l'année dernière parce que la pandémie oblige. Et donc on va retravailler notre sujet cette année pour essayer de la mettre en place. Donc les dates prévues, normalement, ça serait tous les premiers week-ends de juin. Donc dès qu'on pourra commencer à la faire, on fera. Donc cette année, c'est dans les tuyaux pour l'instant. 4 et 5 juin, a priori. C'est comme on a fait depuis le début, on travaille dessus, on maintient jusqu'à ce qu'on puisse ou qu'on puisse pas en fait. Merci pour ton intervention, Sabine. Je vais faire juste une petite intervention pour les Cendries Rues. Donc vous avez pu nous croiser avec quelques enfants du conseil municipal des enfants. Et donc vous avez pu constater que les Cendries Rues avaient été installées aux endroits que nous avions choisis. Là, j'ai vu qu'ils étaient positionnés. Et voilà. Donc on va pouvoir par la suite commencer notre petite politique de prévention pour informer les gens qu'ils ont des cendriers et que du coup maintenant ils peuvent les déposer à cet endroit-là et non pas dans les poubelles et non pas par terre. Et ensuite on verra bien comment ça se passe, mais il n'y a pas de raison. Je pense que la population vermoise va apprécier et elle saura utiliser les objets qu'on lui propose. Une communication est prévue dessus ? Oui, on va faire ça avec Boris. Les pages Facebook, on attendait que les Cendries Rues soient installées. Ok. Voilà. Anne, tu me confirmes la bonne tenue du concert de l'école de musique le 5 février ? Tu nous confirmes ? Oui, tout à fait. 5 février à l'église. Voilà, à quelle heure ? À 18h30. D'accord. Ok. D'autres interventions ? Oui. Les arbres ont commencé à être tondus sur la fondation Champion-Mazil. Ils ont plus que commencé là, ils sont tondus là. Oui, mais il y en a qu'une partie. Il y a une partie qui ne sera pas coupée, semble-t-il. Laquelle ? Je ne comprends pas bien la démarche. Le long de chez moi, il y a la partie qui est au-dessus de chez moi qui a été coupée, mais pas l'autre partie. Les risques sont toujours les mêmes et je ne comprends pas qu'on puisse couper à moitié ou élaguer on a à progressé. moitié un arbre. Depuis les années où vous le demandez, on a progressé. Oui, de manière, on était à 0, donc c'est infini la progression. C'est bien. Après, c'est pas parfait. Il y a le président qui est là, il faut voir avec lui. Je pense pas que ça soit logique de couper qu'une partie des branches. Je sais pas, j'ai pas vu. J'ai vu que ça a été fait sur ce qui est visible, j'ai pas vu la suite. Coupé sur la côté rue. Je vois pas pourquoi tout n'est pas coupé. Comme l'a dit Olivier. Il y a de l'avancement, on va dire. Ça avance lentement, mais sûrement peut-être. Non, mais ça pourrait être cohérent. Je veux dire, je oui, vois pas oui, pourquoi oui. Mais coupe toute la partie nord et pas la partie sud. Sachez quand même que, en ma qualité de président du conseil d'administration de l'EHPAD, c'est pas moi qui gère cet aspect-là, mais bien évidemment, je vais en parler à monsieur Isard, le directeur, pour savoir quelles sont les raisons pour lesquelles il n'a pas terminé a priori le travail. D'un point de vue herboristerie, à mon avis, il y en a pas. Je lui pose la question. Merci. Avant de vous libérer, j'ai omis de vous parler du tiers-lieu au niveau de l'ancienne sécurité sociale. Donc j'ai signé cet après-midi les plans définitifs cette fois-ci. Donc le projet devrait démarrer incessamment sous peu pour les travaux. Elle devrait commencer en septembre, je crois, son activité. Non, l'activité en septembre. Donc on travaille en partenariat avec une jeune femme qui est preneuse, c'est une reconversion, elle change de voie. Elle a déposé son projet à l'occasion d'un appel à projet à la région qui a été retenu, donc elle est très subventionnée. Donc on l'accompagne pour une quote-part qui doit nous revenir dans la rénovation des lieux et elle-même donc s'investit beaucoup. S'investit personnellement, financièrement, va recevoir les subventions de la région pour lancer son tiers-lieu qui devrait rentrer en activité donc aux alentours de la rentrée 2022. J'en ai terminé. C'est bon pour tout le monde. Je lève la séance. Merci à tous de votre présence. Bonne soirée. À bientôt.